Comment choisir une roche sur Mars? Parfois, c'est beaucoup plus facile car elle vous choisit. Depuis 4 mois, Persévérance a un compagnon de route inattendu. Au début février, une pierre s'est retrouvée dans la roue avant gauche du rover et depuis ce temps, elle a été transportée sur plus de 8,5 km. Cette roche n'endommage pas les roues, mais tout au long de son parcours, sans aucun doute chaotique, elle s'est accrochée et a fait des apparitions périodiques dans les images de la NASA. Le concours Trouver BDF est encore là cette semaine. Écrivez-moi sur bluedotfutur@commercial@hotmail.com ou vous l'avez vu. Écrivez un commentaire par la suite pour le référencement, ça va aider à faire grandir ma chaîne. Et vous pouvez avoir une chance de gagner ce Starship BDF authentique que je vais faire tirer cette semaine encore une fois et qui va être dans l'almanach BDF dans la description. C'est génial! Mon nom est BDF et bienvenue dans l'actualité spatiale chaud! Le rover Mars Persévérance est séparé de son ami de toujours, Ingenuity, mais il s'est trouvé un nouvel ami pour lui tenir compagnie. Ah, c'est Wilson dans Seul au monde, hein? Non, une roche. Lorsqu'ils ne sont pas en train de se déplacer ou d'étudier le terrain, les rovers Curiosity et Persévérance doivent trouver le temps, mais vraiment très long. Persévérance est chanceux car il peut compter sur son acolyte de toujours, l'hélicoptère Ingenuity. Mais en ce moment, l'hélicoptère drone est temporairement cloué au sol suite à une panne de son inclinomètre. La NASA vient de révéler qu'il voyage en ce moment avec un compagnon inattendu dans sa roue avant gauche, un énorme caillou. C'est une situation qui peut vite devenir problématique. Le rover a donc été forcé de trouver des solutions pour retirer la roche par lui-même. Il a dû démonter son propre bras pour identifier le problème, mais aucune solution pour la retirer. Une anecdote qui rappelait l'histoire de Leonid Rogozov. Le connaissez-vous? C'est un médecin russe qui avait dû réaliser une opération sur lui-même faute d'un autre médecin sur la base antarctique où il résidait. C'était, comment dire... Particulier? Ouais. Le 29 avril 1961, Leonid Rogozov tomba malade. Sa température était élevée et il était très faible. Il souffrait de nausées et de douleurs vives. Immédiatement, Rogozov comprit qu'il avait une appendicite aiguë. Le problème était qu'il était le seul docteur de la base. De plus, il ne pouvait pas être évacué. Il n'y avait aucun avion dans les stations environnantes. Et puis, de toute façon, le mauvais temps empêchait toute possibilité de vol. L'intervention chirurgicale eut lieu le 30 avril. Leonid put compter sur l'assistance de quelques personnes qui s'occupaient des instruments médicaux, du miroir et de la lampe. Rogozov se plaça en position semi-allongée sur le côté gauche. Après s'être injecté l'anesthésique, il procéda à une incision de 12 cm. À l'aide du miroir et de ses doigts, il se mit en quête de l'appendice infecté et le retira. Et on peut parler de Persévérance, J'ai presque fini, là. Vous voulez savoir la suite? À la vue de Leonid Rogozov tâtant ses intestins à la recherche de la partie enflammée de l'organe, les assistants novices manquèrent de s'évanouir. Un des témoins évoqua le fait que les deux hommes étaient plus blancs que des draps, mais que malgré cela, ils firent d'incroyables efforts pour garder leur sang-froid. Et du côté de Persévérance, les roues sont spécifiquement conçues pour laisser passer le sable et les minéraux afin d'éviter qu'elles ne se coincent. Mais cela n'a pas empêché à cette roche de s'installer bien confortablement. Heureusement, ce petit morceau de roche s'est révélé beaucoup moins problématique que prévu. La pierre est en place depuis 4 mois déjà et a voyagé 8,5 km. Et dans cet intervalle de temps, plusieurs étapes importantes de la mission ont été complétées. Il y a eu la découverte des roches supposément volcaniques de la formation de Maz, l'observation des formations rocheuses spectaculaires du point Kodiak ou encore la découverte de l'immensité du delta à mesure que Persévérance s'approchait de la bordure du cratère. Reste désormais à savoir ce que deviendra ce compagnon inattendu. Il est malheureusement improbable qu'il tienne compagnie à Persévérance jusqu'au bout de son voyage car le rover attaquera bientôt l'ascension des flancs escarpés du delta qui borde le cratère de G0. C'est une zone qui constitue l'objectif principal de sa mission et où la NASA espère trouver des traces de vie passée. À cause de l'inclinaison importante, il y a de fortes chances que son passager se retrouve éjecté. La roche se retrouvera alors au pied de la pente, au beau milieu d'autres minéraux dont la composition et la structure seront sûrement très différentes. De quoi laisser les futurs explorateurs martiens perplexes. C'est une perspective qui amuse beaucoup la NASA actuellement. Donc pour tous ceux qui exploreront cet endroit, c'est peut-être vous là, puis que vous trouverez une roche
qui a pas trop l'air à sa place. Mais il pourrait bien s'agir de l'ancien compagnon de Persévérance. L'Agence spatiale européenne a indiqué que la nouvelle fusée européenne, on parle d'Ariane 6, ne fera pas son vol inaugural avant 2023. C'est décevant, 2023. Il faudra oublier la fusée Ariane 6 cette année, le vol inaugural de la nouvelle fusée européenne qui doit remplacer au cours de la décennie qui vient Ariane 5 ne pourra pas avoir lieu comme prévu à l'automne 2022 depuis le centre spatial guyanais. Les débuts du prochain lanceur européen subissent un nouveau retard. On ne sait pas exactement quand, en 2023, Ariane 6 pourra prendre son envol. L'Europe va donc devoir continuer à miser sur Ariane 5 en attendant, une fusée fiable mais vieillissante et coûteuse. En début d'année, les 2 étages d'Ariane 6 sont arrivés en Guyane après un périple océanique de 2 semaines. Ariane Group, chargé de construire Ariane 6, indiquait au mois de janvier que l'étage principal et l'étage supérieur devaient prochainement participer à des essais combinés sur le pas de tir, mais ceux-ci prennent du temps. La dernière mise à jour annonce que les systèmes de déconnexion des lignes cryogéniques d'Ariane 6 ont réussi les tests clés. Pourtant, la fusée n'a pas encore été déployée sur le pas de tir, ce qui lui aurait permis d'effectuer certains points délicats au niveau des moteurs et des réservoirs notamment. L'Agence spatiale européenne n'a pas communiqué sur les raisons qui ont causé ce nouveau retard d'Ariane 6. Le chantier avait déjà subi des perturbations significatives en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de COVID-19. Ariane 6 est une fusée qui culmine à 70 mètres, là où Ariane 5 plafonne à 55 mètres. Elle est pensée en 2 versions, Ariane 62 et 64. La différence? Le nombre de propulseurs d'appoint utilisés. 2 pour l'un, 4 pour l'autre. Ils permettent de soutenir la propulsion principale, le moteur fusée Vulcain 2, selon le profil de chaque mission. Et contrairement à la Falcon 9 de SpaceX, Ariane 6 n'est pas réutilisable. Mais elle a d'autres arguments à faire valoir. Son étage supérieur peut manœuvrer en orbite grâce à sa capacité de réallumage. Elle partage également des pièces avec la fusée Vega C qui est également européenne, ce qui lui permet de faire d'énormes économies. Wow! Wow! Pas des économies, faire des explosions. Ah, mais c'est pas des vraies explosions. Ouais, mais quand même. Le rover Mars Perseverance, encore lui, repère un objet brillant sur la surface de la planète rouge. Lundi, le 13 juin, le rover Perseverance de la NASA a pris une photo d'un objet argenté brillant coincé entre 2 roches sur le sol du cratère G0 de la planète rouge. L'astromobile Perseverance, j'aime ça dire ça, le plus gros et le plus perfectionné des robots envoyés sur Mars, à ce jour a atteint la surface de la planète rouge en février 2021 à la suite d'un voyage de 468 millions de kilomètres dans l'espace. À la grande surprise de tous, le rover aurait trouvé un morceau d'une couverture thermique qui proviendrait de l'étage de descente, le jetpack propulsé par fusée qui l'a déposé le jour de l'atterrissage. Ce morceau de papier d'aluminium brillant faisait partie d'une couverture thermique utilisée pour contrôler les températures. C'est une surprise de trouver le morceau à cet endroit car l'étage de descente s'était écrasé à environ 2 km de distance. Actuellement, les ingénieurs de la NASA se posent une question. Est-ce que le morceau a atterri à cet endroit après l'atterrissage ou a été soufflé par le vent? Ce n'était pas la première fois que certains équipements qui ont aidé à Persévérance à atteindre la planète rouge ont été retrouvés. On se souvient du 19 avril, le minuscule hélicoptère Ingenuity de la NASA a survolé la coque arrière et le parachute du rover prenant des photos étonnantes sous différents angles. Cette imagerie aérienne martienne aide les ingénieurs à évaluer les performances et l'état des équipements suivant l'atterrissage qui pourrait éclairer la conception des futures missions sur Mars. Persévérance est à la recherche de signes de vie sur Mars et travaille à la collecte d'échantillons dans le but d'un futur retour sur Terre. Il y a des milliards d'années, le cratère G0 abritait un lac et un delta de rivière, ce qui le rend idéal pour faire un tel travail. Au cours du week-end, Persévérance a pris une photo mémorable de la région du delta G0 qui présentait un rocher en équilibre et un autre qui ressemblait à un serpent avec la tête ouverte. J'arrive le serpent! C'est pas vrai, j'ai vraiment pas peur des serpents. Un navire drone de SpaceX quitte pendant qu'un autre vient. Oh, on voit ça souvent, là. Les 2 drones de la côte est de SpaceX se sont croisés alors que l'un revenait du dernier lancement du Falcon 9 de la société et que l'autre se dirigeait vers la mer pour le prochain lancement.
Conséquence sans surprise de l'extraordinaire objectif de cadence de lancement de SpaceX en 2022, il se trouve que le prochain lancement de la société a été programmé de telle sorte que le drone de la prochaine mission Starlink a quitté le port Cap Canaveral presque au moment exact où un autre drone revenait de son dernier lancement. Le timing était si parfait que les deux barges converties se sont croisées à environ 500 mètres l'une de l'autre. Le drone Just Read the Instruction, ou JRTI, revenait au port après environ une semaine en mer avec le booster Falcon 9 B1062 qui a lancé avec succès un satellite de communication égyptien le 8 juin. C'était le 23e lancement de SpaceX en 2022 et le 7e lancement du Falcon 9 B1062 ainsi que le 6e lancement du booster en moins de 12 mois. Wow! Se dirigeant dans la direction opposée, le drone A Shortfall of Gravitas ou ASOG, remorqué par le navire de soutien Doug, a quitté le port et a commencé son voyage pour soutenir Starlink 4-19, le prochain lancement de SpaceX. Début 2022, le PDG Elon Musk a annoncé que SpaceX visait en moyenne un lancement par semaine tout au long de l'année civile. Il a ensuite révisé cet objectif à 60 lancements ou 1,15 lancements par semaine après quelques mois de succès indéniable. Établi en 2021, le record annuel de SpaceX est de 31 lancements de Falcon, suivi de 26 en 2020. En 2022, SpaceX est sur la bonne voie pour lancer plus de 26 fois au cours du premier semestre. Après ce dernier lancement, la société a provisoirement 5 autres missions dont le lancement est prévu en juin pour un total de 28 au premier semestre 2022. 28 au premier semestre 2022. 28! Plus gros. 28. Plus gros encore. 28. Ah, ça c'est bon. Ça, j'aime ça. Starlink 419 a été lancé depuis le pad LC-39A du Kennedy Space Center de la NASA de SpaceX vendredi 17 juin. Le calendrier de SpaceX est exceptionnellement serré en raison de la nécessité pour la société de lancer Cargo Dragon sur une mission de réapprovisionnement de la station spatiale de la NASA dès le 28 juin. Le calendrier actuel ne laisse donc à SpaceX que quelques jours pour reconvertir le pad 39A dans sa configuration Dragon après Starlink 419. Non, il voulait montrer son nouveau Dragon. Je l'aime. Bien qu'il ne s'agisse que du 48e d'une longue série de lancements de satellites Internet Starlink dédiés, Starlink 419 est une mission importante pour SpaceX. Premièrement, il s'agissait de la 100e réutilisation d'un booster Falcon depuis mars 2017. Cela a marqué également le 50e atterrissage consécutif réussi du booster Falcon de SpaceX. Peut-être plus important encore, Starlink 419 était le 130e lancement consécutif réussi de Falcon 9 à seulement 4 succès du record mondial, qui est 133 en ligne, là, qui est détenu par les Russes avec une variante de la fusée Soyouz R7. Les scientifiques chinois disent qu'ils ont peut-être détecté des signaux provenant d'extraterrestres intelligents, ou peut-être pas. Une équipe de scientifiques à la recherche de signes de vie dit avoir trouvé des signaux suspects qui pourraient pointer vers des civilisations extraterrestres. Ce n'est pas tous les jours que des scientifiques affiliés à une grande institution de recherche font des déclarations catégoriques sur un potentiel premier contact avec une civilisation extraterrestre. Une équipe de scientifiques chinois scannant des exoplanètes lointaines à la recherche de signes de vie dit avoir trouvé des signaux suspects qui pourraient pointer vers une civilisation extraterrestre selon un rapport de Science and Technology Daily. Ça, c'est le journal officiel du ministère chinois des Sciences et de la Technologie. Attention, mesdames, messieurs, là, c'est sérieux. Mais ils appellent à la prudence pendant qu'ils examinent les résultats. La possibilité qu'un signal suspect soit une sorte d'interférence radio est également très élevée, et elle doit être davantage confirmée et exclue, ce qui peut être un long processus, a déclaré le scientifique en chef du groupe de scientifiques. Les scientifiques ont découvert... Ça fait 3 fois que tu dis scientifique, tu peux te changer de mot. Qu'est-ce que je dis? Ben, dis chinois. C'est pas des Chinois, c'est des scientifiques chinois. Les scientifiques. Les scientifiques ont découvert les signaux inhabituels à bande étroite lors du traitement des données de 2019 obtenus par le télescope sphérique à ouverture de 500 mètres FAST, qui est un gigantesque radiotélescope de chasse extraterrestre situé dans le sud-ouest de la Chine, qui se trouve également être le plus grand du genre dans le monde. Bien que l'affirmation soit évidemment immense, les chercheurs ont rapidement souligné qu'il pourrait également y avoir des explications plus simples pour les signaux. En outre, nous devons prendre ces déclarations avec un grain de sel, car nous n'avons pas encore vu d'articles scientifiques et encore moins d'examens par les pairs.
C'est très intéressant, les BDF, mais ne vous excitez pas trop vite, parce que vous connaissez un peu ma vision sur les extraterrestres, hein? Ça ressemble à ça encore. L'énorme télescope FAST est mieux adapté à la recherche de civilisations extraterrestres que l'observatoire d'Arecibo récemment effondré à Porto Rico, un ancien radiotélescope qui a été utilisé pour sonder le ciel nocturne à la recherche de signes de vie intelligente dans le passé. C'est parce qu'il est plus grand, 2 fois plus sensible, et qu'il est capable d'accepter les signaux d'une bande beaucoup plus large du ciel grâce à son récepteur à 19 faisceaux. Le télescope FAST répétera les observations de signaux suspects qui ont déjà été découverts pour mieux identifier et détecter de nouveaux signaux. Malgré les mises en garde, l'équipe est déjà enthousiasmée par la possibilité de confirmer la découverte potentiellement bouleversante. Mais il y a un autre gros problème qui pourrait empêcher l'équipe de confirmer le premier contact. Un programme chargé, imaginez. Le chercheur aux observatoires astronomiques nationaux a déclaré que les signaux suspects étaient probablement d'origine extraterrestre, mais il n'a pas vraiment le temps de les identifier. Ouais, c'est du gros sérieux ça, hein? Mais je vous en ai parlé quand même parce que ça fait partie de l'actualité spatiale, c'est tout. Et c'est parti avec les nouvelles de Twitter de la semaine. Il y en a énormément, donc on commence maintenant. D'après des vues antérieures et lointaines, mon équipe a surnommé cette zone la bande de Bacon. Ma carte aérienne montre pourquoi. Maintenant que je suis en haut, nous l'appelons Hog Wallow Flats. Et les rochers à proximité sont un spectacle à voir. Mon équipe est heureuse comme des cochons dans la boue, c'est ça la traduction, on s'entend? Oh, calme-toi, calme-toi. Hier, les employés de SpaceX ont partagé une lettre ouverte aux dirigeants de l'entreprise lors d'un chat interne critiquant le comportement récent d'Elon Musk. Le comportement d'Elon dans la sphère publique est une source fréquente de distraction et d'embarras pour nous, ont-ils déclaré. C'est pas la première fois, hein? Ça sera à suivre. Ce tweet bien simple m'a bien fait rire. Je n'arrive pas à croire que certains d'entre vous veulent mourir ici. Ouais, ça n'a pas très l'air hospitalier en tout cas. Seriez-vous prêt à finir vos jours là-bas? Peut-être pas là, mais peut-être plus tard, on sait pas. Voici un aperçu détaillé du fonctionnement des bras de support de montage de lancement Orbital Starbase Starship. Des déconnexions rapides Raptor Boost et des pinces de maintien lorsqu'ils sont interfacés avec un booster Super Heavy. Cette conception est l'équilibre parfait entre les considérations de conception et l'atténuation des risques. C'est toute beauté. Voir ça travailler. Oh, ici, c'est ce qui arrive à l'aluminium lorsqu'il est heurté par un morceau de plastique de 14 grammes qui roule à 24 000 km/h dans l'espace. 24 000 km/h, hey, ça c'est de la vitesse, mais on n'oublie pas que pour être en orbite autour de la Terre, il faut accélérer. Donc ça prend de la vitesse pour tomber constamment, et on appelle ça être en orbite. Vous pouvez faire des vols suborbitaux, comme Virgin Galactic ou Blue Origin. Vous allez dans l'espace, mais vous allez revenir immédiatement. Donc, n'oubliez pas, il faut accélérer. Mais quand on accélère, ben, tout accélère dans l'espace. Donc, si tu te fais frapper par un objet à 24 000 km/h, incroyable gros plan d'une tornade massive près de Dodge City, Kansas, filmé par Reed Timer en 2016. Regardez la force et l'ampleur, que c'est beau, c'est la nature, hein? On veut pas être à côté quand même. Ici, c'est la balade de choix d'un ours polaire. Mais à mesure que la planète change, les chercheurs ont trouvé une meute d'ours polaires isolés dans le sud-est du Groenland qui sont devenus créatifs avec leurs moyens de déplacement, ce qui pourrait être la clé de la survie de l'espèce. Réchauffement climatique. Un nouveau record d'altitude la semaine dernière pour le Rock a été atteint, 27 000 pieds. Ce nouveau maximum d'altitude démontre que nous pouvons atteindre les hauteurs nécessaires pour des trajectoires de lancement efficaces de Talon. On se souvient de Talon, là, le petit vaisseau qui va aller à une vitesse fulgurante. Vous pourrez aller voir la vidéo, ça va vous expliquer ce que sera Talon et Rock. Ici, ce tweet, c'est une question. Cela signifie-t-il que Starliner va voler à 100% avec crew pour le prochain vol, avec équipage, là? Lui, il souligne qu'il pensait que c'était encore en cours d'évaluation, mais selon ce qu'on lit ici, ce sera officiel. Le prochain vol Starliner serait avec des astronautes à bord. On aime ça.
Et oui, je suis nostalgique. En ce jour de 1963, Valentina Tereshkova est devenue la première femme à voler dans l'espace. Elle a volé à bord de Vostok 6 et a effectué près de 50 orbites, c'est pas rien là, autour de la Terre, pendant les 3 jours environ qu'elle a passé dans l'espace. 50 orbites, hey, c'est pas rien. Puis regardez ce tweet. Apparemment, une des 2 voitures serait meilleure que l'autre. J'ai tellement ri. Regardez ça. C'est n'importe quoi, mais ça n'arrive pas à la cheville de ce tweet qui dit « D'une certaine manière, la pire idée que j'ai vue depuis des mois, puis je suis tellement d'accord. » Hey, je vous laisse avec ça, regardez comment c'est de la folie totale. On peut rire, ça va passer. Quelle belle vie dans ce monde rempli de folie. Et oui, c'était mes nouvelles de Twitter de la semaine. Et la question de la semaine, après un peu plus de 6 mois après son retour d'une mission de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet se projette sur la Lune. L'astronaute français espère y poser le pied à partir de 2025. Et Thomas, nous l'adorons. Alors cette semaine, je vous pose cette question. Croyez-vous que Thomas Pesquet devrait représenter l'Europe sur la Lune ou un nouveau candidat devrait prendre sa place? Parfois, c'est bien l'expérience, mais de laisser la chance à d'autres, c'est pas mauvais aussi. Peut-être une femme. Absolument. Et ça complète l'actualité spatiale chaude de la semaine. Merci d'être là à chaque semaine. Puis je termine cette semaine avec une petite histoire que j'avais envie de vous partager. Ça fait réfléchir. Un père a dit à sa fille « Tu as fini tes études, voici une voiture que j'ai achetée il y a quelques années. Mais avant que je te la donne, emmène-la au stationnement de la ville, vends-la et regarde combien il propose. » La fille est allée au stationnement et est revenue chez son père et lui a dit « Ils ont offert 2000 $ car elle a l'air très usée. » Le père a dit « Garde-la et emmène-la au prêteur sur gage. » La fille est allée chez le prêteur sur gage, retourne chez son père et lui dit « Le prêteur sur gage a offert 200 $ parce que c'est une très vieille voiture. » Le père demande alors à sa fille d'aller dans un club automobile de passionnés et leur a montré la voiture. La fille a emmené la voiture au club, s'est retournée et a dit à son père « Certaines personnes dans le club m'ont offert 200 000 $ parce que c'est une voiture rare qui est en bon état et difficile à trouver. » Puis le père a dit « Ma fille, je voulais que tu saches que tu ne vaux rien si tu n'es pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas apprécié, ne soyez pas en colère. Ça veut simplement dire que vous êtes au mauvais endroit. Ne restez pas dans un endroit où personne ne voit votre valeur. » Et comme disait Michael Aguilar cette semaine, si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, vous ne trouverez personne pour augmenter votre prix. C'est tellement bien dit, Michael. Notre vie merveilleuse passe trop vite, les Blue Dots. Profitez-en. N'oubliez pas de regarder le ciel de temps en temps, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos.